Hello, family. Hello, friends. This is Helena Kins. You're listening to Chasing the Truth and Uniqueness podcast, a podcast that is set to share love, knowledge, and teach us how to love our uniqueness by living a truthful life, helping you to discover your strength by accepting your weaknesses. La province du Tanganyika, située au sud-est de la République démocratique du Congo, elle est limitrophe de la Zambie et la Tanzanie et de 5 autres provinces de la RDC. Elle possède aussi d'hommes d'honneur et digne de reconstruire cette riche province sur le plan socio-économique et environnemental. C'est une riche province qui a un des lacs le plus poissonnés au monde et qui porte le même nom. C'est le lac Tanganyika. Il est riche en profondeur, en surface, en longueur et en volume. Chasing the Truth and Uniqueness podcast a un réel plaisir aujourd'hui d'avoir M. Élisée Kaozi, candidat gouverneur, originaire de cette riche province. Il a accepté de parler avec nous et nous saluons M. Élisée Kaozi. Bonsoir, M. Élisée. Bonsoir Madame Hélène Hawkins et merci de me recevoir sur votre podcast et bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent de partout. Merci. Je vais rappeler que M. Élisée Kaozi est un homme au beau parcours professionnel, un cursus enrichissant. Candidat gouverneur de la province du Tanganyika et un grand professionnel et pragmatique. Merci de me recevoir. Mais je vais ajouter encore que M. Élisée Kaozi, c'est un homme marié, père de famille, et croit en Jésus-Christ et qui est son unique source et son unique source de réussite et son appui. C'est ma source de motivation au quotidien, c'est ma source d'inspiration au quotidien et je remercie l'Éternel de m'avoir permis d'avoir ce type de ressources et d'inspiration, de connaître l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Merveilleux. Je crois que ma force, elle a toujours reposé sur Jésus-Christ, sur l'Éternel des armées, Jéhovah Jireh, et ça sera comme ça jusqu'au dernier jour de ma vie. Monsieur Élisée Kaozi est membre du gouvernement du président Antoine Tshisekedi. Voilà, il faut dire que, pour apporter plus de précision, je suis membre du cabinet du président en matière d'investissement, où je suis plus ou moins dans la facilitation des affaires et dans l'analyse du climat des affaires. Dans la proposition de solutions et de mécanismes pour améliorer le climat des affaires en RDC. Et sur un aspect investissement, je suis dans l'identification des potentiels investisseurs. Voilà, plus ou moins en bref. Cela est quand même une fonction très importante, puisque un pays doit aussi fonctionner non seulement aussi sur ses propres fonds, mais aussi a besoin des investisseurs pouvant quand même contribuer au développement du pays. Alors, ceci est vraiment une responsabilité importante qui vous a été donnée. Et cela, si je peux rappeler encore que cet appel patriotique que vous avez reçu et aussi vous a été aussi octroyé suite aux fruits du travail acharné. Je crois que vous avez vous êtes diplômé en productivité des entreprises. Oui, effectivement, je suis diplômé en productivité des entreprises, en commerce international, et je suis formé en diplomatie commerciale. Oui, et puis vous avez travaillé aussi au gouvernement américain, monsieur. Oui, effectivement, j'ai travaillé pour le département d'État au niveau de l'ambassade américaine à Kinshasa, où j'étais chargé de plus ou moins de la section commerciale. Et une section commerciale dans une ambassade américaine, elle consiste en fait à plus ou moins rédiger des rapports sur le climat des affaires en RDC, des entreprises américaines, d'investisseurs américains en RDC. Voilà un peu en bref ce à quoi j'étais responsable au niveau de l'ambassade. Oui, et actuellement, vous faites aussi de la consultance internationale en matière Effectivement, je fais de la affaires. consultance. J'ai plusieurs entreprises
qui me consultent quand ils veulent avoir des informations, des opportunités dans différents secteurs. Récemment, j'ai une entreprise qui m'a consulté dans le secteur de l'énergie. OK. Et plus récemment, j'ai une entreprise qui voulait plus ou moins avoir, savoir quelles sont les opportunités, aussi bien dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie et dans le secteur minier. Donc, ça englobait plus ou moins les trois secteurs. Et voilà, c'est un peu ça le travail que j'effectue en consultance. Avant d'entrer réellement dans le vif de notre conversation et les questions que nous avons aussi pour vous, pour connaître un peu beaucoup plus de ce que vous pouvez nous apporter, inspirer les jeunes de vos projets, vos ambitions que vous avez aussi pour la RDC et des stratégies et des responsabilités que vous avez dans le cadre de climat des affaires. Mais j'ai une question d'abord. Vous êtes un jeune homme, vous êtes brillant, mais si vous pouvez quand même nous dire un peu d'où, en fait, quel a été le secret, en fait, de votre, de ce beau parcours que vous avez? Bon, écoutez, je crois que mon parcours aujourd'hui, je le dois premièrement à Jéhovah Jireh aujourd'hui Mmh. et à mon père, mon géniteur, mon défunt père qui était un professeur en mathématiques, qui était quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de discipliné. Donc, je crois il m'a motivé dans le sens où il fallait prendre les études au sérieux, il fallait prendre la vie au sérieux. Et voilà, je crois que j'ai été élevé dans ce climat-là, avec un père qui était très croyant, qui avait beaucoup de principes. Et voilà, donc je crois que tout le monde sait plus ou moins comment les enseignants ou le corps professoral, je veux dire, les professeurs éduquent leurs enfants avec beaucoup de rigueur. Et à part cela, j'ai eu la chance d'un père qui m'a vraiment poussé vers le Christ, peu importe les situations, toujours consulter le Christ pour avancer, pour trouver des solutions. Je crois que je considère que j'ai eu la chance, et non, même pas la chance, mais je dirais que j'ai été béni par la famille que j'ai eue, et je suis béni de connaître le Christ en fait. Je crois que voilà, c'est ça, ce sont là les deux atouts qui expliquent plus ou moins mon parcours. Nous aimons bien entendre ça. On peut comprendre qu'un père, c'est un modèle hein, auprès de Un qui on père, peut c'est un modèle s'inspirer. effectivement, et je souhaite vraiment que tous ceux qui sont pères aujourd'hui soient Très des bien. modèles pour leurs enfants, et qu'ils n'oublient pas que peu importe la situation qu'ils traversent, parce on ne vit pas toujours avec ses parents, Et oui. et ils doivent apprendre à enseigner leurs enfants le chemin de la chrétienté, des solutions chrétiennes. Et voilà, et je crois que ça va les aider à résoudre leurs problèmes Monsieur Élisée, nous aimerions savoir pourquoi un si grand intérêt pour le Tanganyika. sur la province. C'est une province qui, aujourd'hui, on ne voit peut-être pas encore les fruits de ce qu'elle peut apporter, mais je peux vous garantir que le Tanganyika, c'est 2 millions d'habitants d'après les statistiques de 2006. Mais je pense qu'aujourd'hui, la population, elle a quasiment triplé ou bien doublé. C'est environ 134 940 km² environ. C'est une terre avec plein d'opportunités, aussi bien dans le secteur minier qu'avec le lac, parce que je tiens à préciser que le lac Tanganyika, c'est le lac le plus poissonneux au monde. C'est vérifiable sur Google. J'invite mes chers Oui, auditeurs à aller faire des recherches. oui, Le Tanganyika, c'est environ 6 territoires. Alors, 6 territoires, nous avons le territoire de Kabalo, le territoire de Kalemi, de Kongolo, de Moba, de Nyuzu, de Manono, avec plusieurs. Le Tanganyika, c'est avec plusieurs ethnies. Et voilà, on retrouve les grandes ethnies telles que les Baluba, les Tabwa, les Baololo, les Babouyou, et plein d'autres. Nous avons les Pygmées aussi qui existent. D'ailleurs, il y a une cohabitation assez difficile au niveau de Manono, où je crois qu'il y a, il y a une cohabitation quand même, des conflits interethniques entre les Baluba et les Pygmées Batembo. Mais je crois que les autorités locales et bien sûr au niveau gouvernemental
des solutions sont en train d'être mises en place pour régler ce problème-là. Et même si aussi, je crois qu'il est important de, même si nous avons ce conflit interethnique, je crois que nous avons aussi des présences de certains groupes armés, mais je crois, comme je vous l'ai dit, le gouvernement est en train de mettre en place un mécanisme pour éradier cela. Ça, c'est un. Maintenant, pour revenir à la province de manière générale, le Tanganyika, comme toutes les nouvelles provinces qui ont été créées en 2015, si je ne me trompe pas, fait face à un certain nombre de problèmes. Nous avons des problèmes socio-économiques, nous avons la pauvreté avancée, nous avons des problèmes de chômage, nous avons des problèmes de malnutrition. Et j'estime que cela est incompréhensible pour une province dotée de terres fertiles. Je crois qu'il est temps que le gouvernement, aussi bien au niveau provincial que national, réunisse les efforts possibles, réunisse ce qu'il faut pour permettre à ce que on développe l'agriculture, que l'on développe l'entrepreneuriat local aussi, et bien sûr qu'on exploite le lac, parce que nous avons un problème avec le port de Calémie qui est dans un état vétuste. Nous n'avons pas d'infrastructure routière qui réunit réellement la province au reste du pays. Et d'ailleurs, pour quitter Lubumbashi et se rendre à Calémie, ou je veux dire Kinshasa, se rendre à Calémie, il faut passer par Lubumbashi et prendre un avion, et ce qui est tout à fait incompréhensible. Je pense que Calémie a un aéroport et je crois qu'on peut le connecter à toutes les autres provinces. Calémie est équipé d'un lac avec des pays voisins et je crois que c'est assez stratégique. Nous avons la Tanzanie, nous avons le port de Dar es Salaam qui n'est pas loin, nous avons la Zambie et nous avons le Burundi. Je crois qu'on peut exploiter le lac et permettre à ce qu'il y ait un commerce transfrontalier plus ou moins euh, bénéfique pour la province. Donc voilà, donc il y a un ensemble de problèmes que l'on retrouve un peu partout au Congo. Et le Tanganyika a cette spécialité-là d'avoir, je veux dire, d'avoir des minéraux comme le lithium, l'une des plus grandes réserves au monde. Il y a d'autres minéraux, nous avons des minéraux comme le- l'étain, et l'or et plein d'autres. Et je pense qu'avec tous ces atouts en termes de ressources naturelles, il est possible d'offrir aux citoyens du Tanganyika, aux habitants du Tanganyika, une meilleure vie et une vie plus agréable. Donc, j'aimerais dire à nos chers auditeurs et à tous ceux qui nous suivent au Tanganyika que j'aimerais être cette personne-là qui contribue, qui montre que le politicien ou les politiques ne sont pas seulement dans une optique comme l'opinion publique le pense aujourd'hui d'enrichissement ou mais Mhm. surtout qu'il existe des individus qui croient que en politique, on peut avoir aussi des individus qui viennent pour construire, qui viennent pour aider à faire avancer les choses, aussi bien dans le développement rural que dans toute autre activité, mais qui sont dévoués à ce que les choses se passent bien pour les habitants dont ils ont la charge sur un point de vue leadership ou sur un point de vue administratif. Voilà, donc c'est plus ou moins ça. Excellent. Mais alors, l'opportunité, quand l'opportunité vous sera accordée de gouverner, que comptez-vous, que comptez-vous mettre en place, en fait, avancer vos pions, c'est-à-dire mettre en œuvre une stratégie efficace pour Bon, sauvegarder, en écoutez, fait. Mm. la province a des revenus. Je Oui. crois qu'il faudra multiplier ces revenus-là. Et pour cela, il faudra se concentrer, j'allais dire, sur les ressources naturelles. Mais il faudra bien sûr miser beaucoup pour moi, sur l'agriculture, parce que l'agriculture a deux volets. Elle va permettre à lutter contre la malnutrition, mais elle permettra aussi de créer l'emploi. Elle permettra aux gens, elle permettra à la province de se développer. Donc, je crois que sur deux volets, l'agriculture viendra régler bien sûr le problème de l'emploi. N'oublions pas que la province euh, embauche environ, je veux dire, en termes d'emploi, il y a environ 70% de la population du Tanganyika sont dans le secteur agricole. Donc, je pense que si on structurait mieux le secteur et que
en en le développant et en l'industrialisant, ben, ça va permettre à ce que nous ayons plus d'opportunités, nous allons créer la richesse. Et voilà, donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'entrepreneuriat. Je compte vraiment m'investir dans l'entrepreneuriat, identifier les projets des jeunes. Identifier les projets, ça va permettre à ce que l'on identifie des solutions par les jeunes de la province qui tiennent compte des problèmes de la province. Et je crois que ça, c'est important, que plus ou moins un budget ou un accompagnement, aussi bien en termes d'expertise qu'un accompagnement financier, soit mis en place pour permettre à ce que l'entrepreneuriat se développe. Et voilà, donc ça, c'est plus ou moins quelques points de la stratégie à mettre en place. Mais un autre point aussi important qui compte pour moi, c'est l'éducation. L'éducation, parce que sans éducation, sans expertise, eh ben, l'on ne pourra pas atteindre les objectifs voulus. Donc, je crois qu'il est important de former les jeunes, de former les entrepreneurs, de les aider à plus ou moins mieux comprendre et mieux structurer leurs idées. Et mon objectif, c'est vraiment d'essayer d'aboutir à des bourses, c'est-à-dire offrir des bourses d'études aux habitants, aux jeunes Tanganiquais, hein, afin qu'ils puissent améliorer leurs connaissances, qu'ils puissent approfondir leurs connaissances. Et voilà, donc je crois qu'il est temps d'offrir des bourses sur un point de vue éducatif, permettre aux jeunes de s'épanouir sur un plan éducatif, mais aussi sur un plan professionnel avec les différents projets qu'ils auront réalisés. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc ma stratégie, elle tourne plus ou moins autour de différents secteurs, mais aussi sur, comme je vous ai dit, l'entrepreneuriat et l'éducation. Et puis voilà. Donc il y a tout un programme plus ou moins, qui réunit les secteurs clés pour développer la province. Et bien sûr, tout cela se fera avec, bien sûr, la bénédiction du gouvernement central, bien sûr, parce que il faudrait que l'on Que fasse vous soyez un soutenu, travail. tout à fait. Oui, un Voilà, travail d'équipe. il Oui. faudrait qu'il y ait un travail qui corresponde avec la vision du gouvernement central, avec la vision du chef de l'État, et donc pour le bien des Congolais et pour le bien des Tanganyikais en particulier. Exactement. Et Voilà. le projet, comme vous le dites là, que vous devez, à travers les projets, la vision, le calendrier que vous souhaiterez mettre en place pour développer, reconstruire et quand même valoriser la jeunesse tanganicaise. Alors, sur ce, mais la question que j'ai, c'est sur l'investissement, l'un de vos points forts, et le climat des affaires. Mhm, Et dans le dénichement justement des investisseurs, je parle des investisseurs étrangers. mhm, Avez-vous une stratégie que vous prévoyez mettre en place pour attirer ces investisseurs dans la province du Tanganyika? Écoutez, bien sûr, il y a une stratégie qui va être mise en place. Vous savez, les investisseurs font attention à certains aspects quand ils viennent dans un pays ou bien sur un territoire spécifique, j'allais dire. Ils tiennent compte du système fiscal. Je pense que si nous avons un système fiscal qui leur est favorable, si nous avons des régulations sur un point de vue sectoriel, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les mines, ou peu importe le secteur, nous avons des régulations qui leur sont favorables, où ils ne ressentent pas un poids ou un harcèlement fiscal. Je crois que la province sera attractive. Si nous avons des régulations qui ne permettent pas à ce que les investisseurs se sentent inconfortables avec des restrictions, je crois que tout ça doit être revu. Et bien sûr, c'est revu avec le gouvernement central parce que, bon, à notre niveau, bien sûr, on a un champ d'action, mais il est quand même limité parce qu'on doit travailler avec le gouvernement central. Donc, ça, nous allons toucher les aspects qui concernent les investisseurs. Il y a le pouvoir d'achat, il y a les régulations, il y a les réglementations sur un point de vue sectoriel, il y a un système fiscal. Donc nous allons revoir un peu plus ou moins ces aspects-là et essayer de voir, bien sûr, avec la communauté des affaires locales, qui sont, qui sont des individus, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, qui sont mieux placés pour plus ou moins indiquer ce qui ne va pas ou ce qui ne marche pas au niveau de la province.
Donc, c'est un peu cela. Dans les innovations récentes de Mhm. l'attrait des investisseurs, vous avez parlé de l'état de la fiscalité, les avantages fiscaux, mais ça, c'est surtout sur je crois qu'on en a parlé, mais c'est sur les zones, les zones économiques spécialisées qu'on a proposées, on a mis en place. Bah, écoutez, c'est vrai effectivement que nous avons des zones économiques spéciales, les zones économiques spéciales, les S, et qui existent en fonction du code en matière d'investissement. Mais ce que vous devez savoir, c'est que euh, les secteurs tels que le secteur minier, le secteur des hydrocarbures, le secteur de banque et assurance ne sont pas concernés, hein. Ils ont des codes et ils sont régis par des lois plus ou moins différentes. Par exemple, dans le secteur minier, nous avons le code minier qui, plus ou moins, prend en compte tous ces aspects-là quand il s'agit des investisseurs. Dans le secteur des hydrocarbures, c'est plus ou moins la même chose. Donc, on a plus ou moins 3 à 4 secteurs qui ne sont pas concernés dans le code en matière d'investissement. Ce que j'ai, mais ces zones économiques spéciales qu'on a Mhm. déjà mis en place, mais est-ce qu'il y a une particularité que le gouvernement ou l'État congolais a quand même ciblée pour chaque province? Parce qu'à Effectivement, Kinshasa, effectivement, il y a effectivement, une zone industrielle qui est le il y a la Maluku, zone industrielle de Maluku qui est là et qui est en train mais qui va être dans la construite parce province du qu'elle n'est pas encore Tanganyika, construite. est-ce que vous avez Dans le, déjà ciblé des zones économiques spéciales, Très bonne industrielles? question, très bonne Mm. question. Je crois que déjà, les provinces font partie de la zone A, B ou C. Il Oui, faut que je vérifie exactement. Ça, oui. déjà, ça leur permet, investir déjà en province permet déjà de bénéficier de certains avantages. Maintenant, je crois qu'en travaillant avec le gouvernement central, nous serons en mesure d'identifier des zones plus ou moins spécifiques, des zones Oui. d'économie spéciale. Je pense que si je prends le cas euh, de certains endroits où nous avons, par exemple, quand on parle des chutes aux portes de l'enfer, à Congolo ou à Nyuzu, si je ne me trompe pas. Alors, au niveau des portes de l'enfer, nous avons la capacité de fabriquer, plus ou moins de construire un barrage électrique, hein. Cela peut être une source de production d'électricité et d'énergie. Et je crois que par territoire, il est important de cibler des zones comme ça stratégiques qui vont permettre à ce que nous aménageons ces zones-là en électricité, en énergie et bien sûr en termes d'infrastructures. Et cela permettra bien sûr aux investisseurs de s'installer et de commencer leurs activités. Hmm. Ça, c'est très, c'est vraiment, je vois que c'est un projet, la vision aussi dans laquelle vous voulez évoluer pour la province du Grand Anega. Ça inspire aussi, hein, le gouvernement congolais. Donc, la question du barrage d'électricité en RDC est très importante. Et je pense qu'elle doit. Effectivement, effectivement, on ne peut pas parler d'industrialisation sans parler réellement de production d'électricité et d'énergie. Très bien. Mhm. L'industrialisation demande à ce qu'il y ait de l'énergie en Oui, jeu, bien sûr d'autres facteurs, mais l'énergie, c'est le facteur capital. Il faudra de la production, peu importe le secteur en termes d'industrialisation, et l'énergie est un facteur clé. Donc je crois que il est vraiment temps de revoir un peu la situation énergétique et oui, bien sûr s'investir en tant que gouvernement provincial avec l'accompagnement du gouvernement central pour résoudre ce problème-là. Et vous savez, tout ça, c'est un processus. Il ne faudrait pas aussi que les gens pensent que, ou bien je veux dire les habitants ou les citoyens, aussi bien du Tanganyika du Congo, ou du Congo en général, pensent que ça va se passer en un clin d'œil oui. ou en un claquement de doigts. C'est un processus. De Je crois pas à que pas, un je processus crois de déjà long que terme. le Mhm. gouverneur précédent, que je salue au passage, le gouverneur Zoé Kabila, à qui je dois beaucoup de respect
pour déjà les piliers qu'il a installés, le travail qu'il a pu réaliser jusque-là. Et je crois que ce n'est pas une fonction facile. Donc, on sera dans la continuité et voilà. Donc, c'est plus ou moins cela. Nous l'espérons. Qui est en train Mais qui va être dans la construite parce province du qu'elle n'est pas encore Tanganyika, construite. est-ce que vous avez Dans le... déjà ciblé des zones économiques spéciales, Très bonne industrielles? question. Très bonne Oui. question. Je crois que déjà, les provinces font partie de la zone A, B ou C. Il Oui, faut que je vérifie exactement. Ça, oui, déjà, ça leur permet, investir déjà en province permet déjà de bénéficier de certains avantages. Maintenant, je crois qu'en travaillant avec le gouvernement central, nous serons en mesure d'identifier des zones plus ou moins spécifiques, des zones oui, d'économie spéciale. Je pense que si je prends le cas euh, de certains endroits où nous avons, par exemple, quand on parle des chutes aux portes de l'enfer, à Congolo ou à Nyuzu, si je ne me trompe pas. Alors, au niveau des portes de l'enfer, nous avons la capacité de fabriquer, plus ou moins de construire un barrage électrique. Hein. Cela peut être une source de production d'électricité et d'énergie. Et je crois que par territoire, il est important de cibler des zones comme ça stratégiques qui vont permettre à ce que nous aménageons ces zones-là en électricité, en énergie et bien sûr en termes d'infrastructures. Et cela permettra bien sûr aux investisseurs de s'installer et de commencer leurs activités. la question du barrage d'électricité en RDC est très importante et je pense qu'elle doit Effectivement, être. Oui, effectivement, on ne peut pas parler d'industrialisation sans parler réellement de production d'électricité, d'énergie. très bien. Mhm. L'industrialisation demande à ce qu'il y ait de l'énergie, en Oui, jeu, bien sûr d'autres facteurs, mais l'énergie, c'est le facteur capital. Il faudra de la production, peu importe le secteur en termes d'industrialisation, et l'énergie est un facteur clé. Donc je crois que il est vraiment temps de revoir un peu la situation énergétique et oui. bien sûr s'investir en tant que gouvernement provincial avec l'accompagnement du gouvernement central pour résoudre ce problème-là. Et vous savez, tout ça, c'est un processus. Il ne faudrait pas aussi que les gens pensent que, ou bien je veux dire les habitants ou les citoyens, aussi bien du Tanganyika du Congo, ou du Congo en général, pensent que ça va se passer en un clin d'œil Oui. ou en un claquement de doigts. C'est un processus. De Je crois pas que... dernière question que j'ai. OK. Voilà, je vous lis l'extrait de cette recherche, de cet essai qu'il a écrit. Kambale Mirembe a dit que le développement ne peut pas se produire sans croissance. Mais la croissance en soi ne justifie pas le développement. Elle peut également soutenir un mauvais développement dans lequel la croissance du PIB va de pair avec une augmentation des inégalités sociales, du chômage et de la pauvreté. Et sur ce, voilà maintenant la question que j'ai. À travers l'aide financière au développement en Afrique, Monsieur Élysée, et je parle maintenant du Congo, prenons la RDC, nous constatons que les puissances étrangères, dit-on les pays peut-être que le chef d'État est en train de visiter, parmi entre eux, qui imposent quand même leur politique au pays parce que la RDC bénéficie de fonds d'aide financière. Mais donc, elles font obstacle finalement à l'intérêt national. Impose. Nous, Vous parlez de la Banque mondiale ou vous parlez des pays spécifiques? non, non, nous, on ne spécifie pas les pays, Écoutez, mais on parle de puissances moi, tout ce que je étrangères. peux vous dire, c'est que c'est valable pour la RDC et pour tout autre pays. Tout pays qui bénéficie d'une aide de la Banque mondiale doit suivre plus ou moins les instructions de la Banque mondiale. Donc, cela n'est pas spécifique à la RDC. La Banque mondiale, avant de prêter des fonds ou avant de procurer une aide financière, a bien sûr un ensemble de conditions. Donc, cela n'est pas valable que pour la RDC, c'est valable pour tous les autres pays qui contractent des fonds au niveau de la Banque mondiale.
Merci, Monsieur Élisée Kaouzi. Nous avons eu un réel plaisir de vous avoir dans Chasing the Truth and Uniqueness. Vous avez inspiré, vous avez partagé des connaissances profondes et nous avons été enrichis. Nous vous disons merci. Et si vous avez un dernier mot, Monsieur Élisée Kaouzi. Non, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie énormément de m'avoir reçu sur votre podcast. Je salue tous nos auditeurs et j'espère revenir très prochainement Nous vous remercions. Nous espérons pour aussi un vous autre avoir débat. très prochainement dans notre podcast. Nous vous remercions et nous disons au revoir, Monsieur Élisée. Au revoir. Au revoir, Madame Hélène.